Bienvenue dans Pêche Passion. L'hiver est la saison pendant laquelle la traque des carnassiers est la plus intense. Parmi eux, le silure intéresse au fil du temps un nombre croissant de pêcheurs. La recette de la semaine réunit sur la même assiette un brochet étuvé classique, un coulis d'écrevisse qui sent bon la tradition française et un risotto au parmesan aux saveurs transalpines. L'hiver reste la saison de prédilection des pêcheurs de carnassiers. Pour les brochets, les cendres, les perches et les silures, c'est la saison de tous les dangers. Depuis son introduction artificielle en France, l'engouement des pêcheurs pour la traque du silure connaît un intérêt qui va sans cesse croissant. C'est facile à comprendre. Quel pêcheur de carnassiers pourrait rester indifférent à la perspective d'un combat qui le mettrait en présence d'un adversaire pouvant égaler son propre poids? Olivier Meurant, en tout cas, rêve qu'un jour il sera confronté à un poisson record. Il sait que pour forcer la chance, il n'existe qu'une seule méthode, se retrouver au bord de l'eau dès que ses occupations professionnelles lui en laissent l'opportunité. Le silure, soumis à une pression de pêche chaque jour plus forte, devient de plus en plus méfiant. Au fil du temps, les pêcheurs seront obligés de faire preuve de ruse pour le surprendre. Néanmoins, Olivier Meurant reste partisan de continuer à le pêcher au moyen de techniques très traditionnelles. Simplement, il essaie de se faire aussi discret que possible pendant ses sessions de pêche. Aujourd'hui, il nous emmène pêcher sur la Saône, au confluent d'une petite rivière, en amont de Saint-Symphorien. Nous voilà sur les lieux de pêche. Alors, on va monter les cannes. Donc à cet endroit, nous allons pêcher au vif et au leurre. Donc nous allons commencer à monter la canne pour le vif. Alors on utilise dans la pêche du silure des matériaux très costauds en rapport avec la force et la taille des poissons que l'on recherche. Voilà. Donc nous allons commencer par mettre sur le fil une ligature. Donc qui est tout simplement une ligature en fil que tout pêcheur peut trouver facilement. Voilà. Donc cette ligature va servir d'arrêtoir au flotteur que nous allons positionner juste ensuite. Et on a une ligature que l'on peut déplacer sur sa ligne pour donner en fait le fond. Alors j'en mets toujours deux par mesure de sécurité, car nous employons quand même des vifs de taille importante. Voilà, donc on met une petite perle caoutchouc qui va servir d'amortisseur entre le flotteur et la ligature, donc ce qui évitera de perdre le fond. Nous positionnons ensuite le flotteur. Donc, par rapport à la force du courant et la taille du vif, nous allons utiliser un flotteur de 120 grammes que nous allons simplement attacher par la quille. C'est ce qu'on appelle un montage anglais. Notre flotteur coulisse librement le long du fil, mais vient se bloquer contre l'arrêtoir que nous avions posé précédemment. Nous allons avoir besoin d'un plomb pour équilibrer ce flotteur.
Donc nous allons utiliser un plomb de 100 grammes pour un flotteur de 120 grammes, car il faut tenir compte de la vivacité de lèche. À nouveau, ne pas oublier une petite perle caoutchouc qui va toujours servir d'amortisseur entre le plomb de 100 grammes et l'émoillon. Un émoillon de taille respectable. Un nœud bien costaud. On prend toujours soin de mouiller le nœud avant de le resserrer pour éviter l'échauffement du fil. Donc une perte de résistance. On vérifie que l'ensemble tient convenablement. Voilà. Nous allons donc confectionner le bas de ligne avec une tresse nous allons couper cette tresse. Donc nous gardons un morceau de 50 cm. À l'une des extrémités, nous allons confectionner une boucle qui, elle, est destinée à l'émoillon. Pour chaque montage, on coupe toujours les excédents. Cette boucle, nous l'attachons à l'émoillon à agrafe. Voilà. Et à l'extrémité, nous allons positionner l'hameçon. Les hameçons doivent être proportionnels à la taille du poisson recherché et à la taille du vif. Donc nous pouvons utiliser dans la pêche du silure des hameçons de taille totalement différentes, ou simples, ou triples. Donc toujours proportionnels à la taille du vif et du poisson recherché. Voilà. Donc nous allons choisir aujourd'hui ce type d'hameçon proportionnel à la taille des vifs. Et en l'occurrence, nous allons pêcher avec des gardons d'un poids moyen de 150 grammes. Nous allons maintenant, dernière phase, positionner l'hameçon. Voilà. Nous allons enfiler cet hameçon dans le nez du vif. Le piège est prêt. Descendre le poisson. Augmenter le fond à l'aide de la ligature. Donc je récupère pour modifier le fond de telle façon à ce que le vif soit présenté à peu près 1 mètre au-dessus du fond.
Contrairement aux idées reçues, le silure est actif non pas quand il est positionné sur le fond, mais bien souvent quand il est entre deux eaux. Et c'est donc là que nous le rechercherons. Je vais donc positionner la canne. Voilà. Nous allons préparer maintenant une canne pour la pêche au leurre. Qui est une canne spécialement étudiée pour la pêche du silure. Car nous employons du matériel très robuste, et notamment des moulinets qui ont des axes d'un diamètre important et qui sont généralement adaptés pour la pêche en mer. Nous allons donc pêcher avec ce type d'ondulante, qui est une ondulante relativement fine et très épaisse qui permet de descendre rapidement en profondeur, même dans les rivières à courant rapide. D'autres cuillères tournantes comme des modèles qui sont lestés sur le corps. Nous avons également des possibilités de prendre des beaux poissons avec des leurres souples, donc ici avec de grosses têtes plombées, ou ce que l'on appelle des shad, qui sont des imitations de poissons. Des poissons nageurs de grande taille, entre 20 et 24 cm. Et enfin, une dernière ondulante qui est extrêmement large, qui permet de pêcher dans des zones peu profondes, mais avec des oscillations très intéressantes et qui déclenchent l'agressivité du silure. Positionner ce leurre sur la graffe. Le montage est prêt. Décroché. On va relancer dans la même direction. Visiblement, l'hameçon est trop petit. Aujourd'hui, le silure n'était visiblement pas en appétit, pas une attaque sur le vif. Seule une lourde ondulante sera parvenue à l'agacer suffisamment pour qu'il lui donne 2 coups de gueule. Trop timide cependant pour qu'Olivier Meurant ait pu le ferrer efficacement. Tant pis, le silure de plus de 100 kg, ce sera pour la prochaine sortie. Jean-François Boschetti, chef de cuisine du Bon Laboureur à Moulins-en-Gilbert, a sans doute des ancêtres italiens. Résultat, il combine avec bonheur le brochet étuvé, le coulis d'écrevisse et le risotto au parmesan. Bonjour, je m'appelle Jean-François Boschetti, je suis chef de cuisine au restaurant Le Bon Laboureur à Moulins-en-Gilbert dans la Nièvre. Aujourd'hui, je vais vous préparer une étuvée de brochet avec un risotto de parmesan, de riz au parmesan et un coulis d'écrevisse. Pour ce faire, il me faut déjà un beau brochet.
du beurre, de la crème liquide Fleurette, du fumet de poisson, un poireau, une carotte, 5 échalotes, les écrevisses, les échalotes ciselées, le bouquet garni, un bouquet de persil frisé, du riz, 1 litre de vin blanc sec, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'eau, du parmesan et du concentré de tomate. Nous allons commencer par le coulis d'écrevisse qui est une préparation assez longue, environ une bonne demi-heure, voire 3/4 heures. Donc, nous allons commencer par le poireau. Émincer les échalotes. Voilà, dans le même style, faisons les carottes. Nous allons mettre cuire maintenant. De l'huile d'olive, toujours pour le goût. Nous mettons notre garniture, nos écrevisses, et le bouquet garni. Et nous allons mettre le tout à cuire sur le fourneau. Nous allons faire suer notre garniture avec les écrevisses pour les faire rougir. Les écrevisses commencent à rougir. Impératif de les faire suer avant de mouiller. Les écrevisses ayant rougi, voilà. Nous allons maintenant mettre le vin blanc. Voilà, c'est bon. À hauteur en principe. Hein. Le vin blanc à hauteur est complété avec de l'eau. À peu près 200 g à 250 g d'eau. Moitié moins que de vin blanc. Et une cuillère de concentré de tomate. Et laisser cuire au moins 3/4 d'heure. Tenir en ébullition assez rapidement et après laisser mijoter. La réduction se fait. Nous allons mettre en route notre risotto. Alors pour le risotto, il nous faut de l'huile d'olive, un fond, casserole, les échalotes ciselées, et le riz que nous aurons préalablement lavé à l'eau froide. Il faut bien le remuer pour que l'huile et l'échalote se mélangent. Vous voyez, il faut faire, comme on dit, nacrer un riz. Hein, et bien l'enrober de toute la graisse. Et nous allons le faire étuver un petit peu avant de le mouiller. Alors il faut évidemment mesurer son riz, car pour la cuisson d'un risotto, il faut mettre 1,5 fois son volume en eau. Cette opération est nécessaire afin d'adoucir l'échalote. C'est parfait. Donc nous mesurons 1,5 fois notre volume de riz. Nous salerons le riz qu'à mi-cuisson lorsque nous mettrons le parmesan, parce que le parmesan est déjà salé. Voilà. Donc nous allons attendre l'ébullition et après le mettre une dizaine de minutes dans un four à 200 degrés. Voilà. Pendant ce temps, nous allons incorporer la crème dans notre coulis d'écrevisse afin de pouvoir terminer celui-ci. Nous allons habiller le brochet et préparer la cuisson. Préalablement chauffer tout doucement la poêle pour faire suer les échalotes. On va mettre un petit morceau de beurre. Voilà. Juste pour faire fondre le beurre, il faut éviter de trop faire chauffer la poêle car cela fait un beurre noisette et c'est pas bon. C'est désagréable, ça fait des petits points. C'est assez désagréable. Voilà. Préparons le lit d'échalotes. Voilà, simplement mis dessus.
Nous allons habiller le brochet en lui enlevant la peau. Et le portionner. Voilà. Nous allons le saler et le poivrer sur les deux faces. Nous allons coucher côté peau sur le dessous toujours. Nous allons mouiller avec le vin blanc restant. Voilà. Et quelques cuillères d'infumé de poisson pour concentrer le goût. Voilà. Maintenant que c'est au frémi, nous allons les retourner. Voilà. Et enlever le plus possible les échalotes afin d'éviter qu'elles grillent sur le brochet. Voilà. Et nous allons le mettre au four une dizaine de minutes. Four à 200 degrés. Et nous allons finir notre risotto entre-temps en mettant le parmesan. Il est à mi-cuisson à ce stade de la recette. Nous allons ajouter sel et poivre. Pas de trop parce que le parmesan est salé. Voilà. Et nous allons les remettre cuire une dizaine de minutes. Le temps de terminer notre coulis d'écrevisses. Nous allons filtrer le coulis d'écrevisses sans presser les écrevisses. Parce que si nous pressons les écrevisses, cela donne un goût trop fort au coulis. Donc nous allons trier quelques belles têtes pour la décoration. Réduire le coulis un petit peu, pas longtemps, une minute, afin de terminer ce coulis. Notre riz étant cuit, il est beau, il est nacré, il est détaché, il est beau. C'est parfait. Maintenant, nous allons sortir notre brochet, voilà, qui est cuit. Nous allons le réserver sur une assiette. Mettre un sec sur le haut de l'assiette. Mettre notre risotto au milieu, sans trop le tasser. Fouetter le coulis. Voilà. Décercler le riz. Vous voyez, il n'est pas tassé, on le distingue bien. Mettre les deux morceaux, un ou deux morceaux, comme on veut, dessus. Et décorer avec les coffres d'écrevisses. Et pour agrémenter, pour donner un peu de couleur, un petit bout de persil frisé sur votre riz. C'est une étuvée de brochet au risotto de parmesan et coulis d'écrevisses. Bon appétit!